Pierre Frogier, bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans ce reportage, Gary Jones, le président de l'institution de la LME à Londres, dit que le marché est extrêmement volatile. Des propos qui font écho au rapport Collin, qui disait notamment que quel que soit le résultat de la sortie de l'accord de Nouméa, la place du nickel dans l'économie calédonienne ne peut que décroître. L'état de dépendance de l'économie calédonienne à un système spéculatif et cyclique et malsain et dangereux. À la lumière de ces propos, à la lumière de ce rapport, est-ce qu'il ne faut pas, dès à présent, dissocier l'avenir institutionnel de l'économie nickel, deux points fondamentaux qui sont très chers à vos yeux? Ah, bien au contraire. Au contraire, on le voit bien aujourd'hui que ces questions sont intimement liées, avenir institutionnel et nickel. Et par exemple, il y a quand même quelque chose qui est en train de s'écrouler. On a entendu les indépendantistes pendant des années nous dire, et notamment à leur base, que les revenus du nickel allaient financer l'indépendance. Aujourd'hui, c'est fini, tout ça s'est écroulé. Enfin, je veux dire, ils peuvent toujours y croire. Mais il y a la politique d'un côté et l'économie. Et aujourd'hui, l'économie, et surtout le marché international, a rattrapé la Nouvelle-Calédonie et a rattrapé quelques-uns des rêves que les uns et les autres pouvaient avoir. Ne faut-il pas utiliser cette crise, la voir comme une opportunité pour accélérer les programmes, les discussions sur l'après-nickel, notamment en termes de formation? Une opportunité, vous savez, il va y avoir des pleurs et des larmes. Hein, mais en tout cas, personne aujourd'hui ne peut considérer que la Calédonie vit hors du monde. Certes, nous avons une grande barrière de corail, mais je ne cesse de dire que tout ça, c'est poreux. Et la Calédonie est complètement, effectivement, impactée par l'état du marché du nickel. Maintenant, tout le monde le sait. Mais, notre problème, c'est que vient s'ajouter à ça les contre-performances des trois opérateurs métallurgiques. Le Sud, le Nord et la SLN. Et aujourd'hui, nous sommes dans une telle situation que la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que ces trois usines vont pouvoir survivre à cette crise? Parce que cet expert, là, patron du LME, ne peut pas vous dire à quel moment nous allons sortir de cette crise. Et donc, la difficulté que nous avons, et ça a été évoqué au comité des signataires, ni sur le Nord, ni sur le Sud, nous ne pouvons avoir d'influence sur l'avenir de ces deux usines parce que les décisions sont prises dans des conseils d'administration qui sont soit en Suisse, soit au Brésil. En revanche, sur la SLN, et c'est tout le sens de ma proposition, la SLN est entre la vie et la mort aujourd'hui. Vous savez ce que ça signifie? Et les décisions qui ont été prises par Eramet il y a quelques jours, c'est un peu de perfusion. Vous savez, quand un malade est entre la vie et la mort, pour essayer d'abord de le remettre sur pied, on lui donne quelques perfusions. Monsieur le sénateur, nous y reviendrons. On en est là. Mais vous savez, c'est essentiel ce sujet. C'est essentiel. L'urgence de la situation, une urgence qui s'est imposée au groupe de travail et des présidents et signataires de l'accord de Nouméa qui s'est réuni aujourd'hui. Le groupe donc, de travail veut rapidement définir un programme prévisionnel d'exportation pour permettre aux mineurs et aux rouleurs de traverser la crise. Le sujet est approuvé par tous les groupes politiques. Les professionnels sont rassurés. Ils pourront exporter. Votre réaction, Pierre Frogier, sur ces premières conclusions, faciliter les exportations, une première voie vers la sortie de la crise? Écoutez, je pense qu'il y a tout lieu d'être satisfait parce qu'effectivement, après le comité des signataires de juin 2015, qui a été une avancée sur un certain nombre de sujets, celui d'il y a un mois maintenant a été une vraie avancée, notamment sur le nickel, parce que, encore une fois, je le répète, l'avenir institutionnel est intimement lié aux questions sur le nickel. Et je pense que chacun en est conscient aujourd'hui. Et ce qui est plutôt satisfaisant cet après-midi, moi j'étais un peu inquiet en entrant dans la salle, parce que j'avais entendu quelques bribes d'interviews. Ce qui m'inquiétait, c'est qu'effectivement les avancées que les responsables politiques avaient réussi à obtenir, enfin les accords qu'il y avait eu entre nous à Paris, je craignais qu'ils soient remis en cause. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que c'est un bienfait pour la Nouvelle-Calédonie, mais surtout par l'ensemble des acteurs. Parce que tout à l'heure, nous parlions des grands opérateurs métallurgiques, des usines, peut-être qu'on nous reviendrons dessus, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les rouleurs, tous les contracteurs, les exportateurs de mineurs. Et ça, c'est essentiel pour le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie, notamment sur la côte Est, et la côte Est, le Nord et la côte Ouest. Donc autoriser des exportations, voire les faciliter. Autre solution que vous proposez, une prise de contrôle de la SLN par l'État à titre conservatoire, ce même État que vous avez appelé à s'engager dans le financement du projet de la centrale électrique.
État que vous avez qualifié de dormant au sein du conseil d'administration d'Eramet. Alors, qu'est-ce qui pourrait le réveiller, selon vous? Écoutez, c'est pas... attention, hein, je veux bien dire, c'est pas une proposition. Je vous répète que aujourd'hui, la situation de la SLN est en état de survie. Donc, soit on la laisse mourir, soit on la sauve. Et alors, le haut-commissaire qui était invité dimanche sur notre plateau a indiqué qu'il y aurait des solutions financières immédiates qui seraient développées. L'État s'engage à préserver et construire l'avenir de la SLN en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous répondez? Très bien, mais ça a mis du temps. Donc il est réveillé, là, cet État? Oui, même il a fallu un peu le solliciter. Je dirais peut-être même plus, mais il a fallu le solliciter, c'est bien. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Vous savez, moi j'ai mis des années à faire comprendre ça à mes amis de ma famille politique, mais aussi aujourd'hui au gouvernement, c'est que lorsqu'on parle du nickel à Paris, on ne voit que l'aspect économique du nickel. Mais le nickel, c'est au centre de toutes les évolutions politiques en Nouvelle-Calédonie depuis longtemps. Et aujourd'hui, pour demain, c'est pas à vous que je vais apprendre que dans les 2 ans qui viennent, il va se passer des choses, que nous allons avoir un rendez-vous essentiel au plus tard en 2018 sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et si jamais le nickel, toute cette situation sur le nickel n'est pas déstabilisée, on ne pourra rien faire. Alors moi, ce que je propose, c'est effectivement, qui peut mieux que l'État rassurer les Calédoniens en prenant le contrôle effectivement de la SLN pendant le temps des discussions. Il faut que l'avenir de la SLN soit sanctuarisé et que ça ne vienne pas polluer les discussions d'avenir, qu'il n'y ait pas de surenchère entre nous sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors, quelle réponse avez-vous eue ? Qui peut mieux que l'État sanctuariser ça? Parce qu'en même temps, on parle du Nord et du Sud, des 2 usines, mais il va falloir aussi, enfin, que nous parlions d'une deuxième vie pour la SLN. La SLN qu'on connaît aujourd'hui, c'est la SLN du siècle dernier. Ce sujet a-t-il été abordé au groupe de travail des présidents et signataires de l'accord de Nouméa aujourd'hui? C'est peut-être probablement pas la meilleure enceinte, mais il faut maintenant, là, dans les mois qui viennent, dans les 18 mois qui viennent, que nous préparions la SLN à aborder les enjeux du XXIe siècle, et notamment en construisant probablement, en finançant cette nouvelle centrale électrique. Merci Pierre Frogier d'être venu sur ce plateau.